Hello mes Pams, aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée hyper inspirante. Vous le savez, ces interviews elles sont dédiées à rencontrer des personnalités positives et là je pense qu'on a parmi le top du top. Je vous présente Catherine Testa qui est la référence de l'optimisme en France, je pense. Je sais pas encore, mais j'espère en tout cas. Et j'ai vraiment eu envie de vous la faire découvrir et de partager son parcours parce que finalement tu illumines Paris avec ton optimisme, avec ton sourire, avec tout ce que tu fais comme projet. Et donc pour la chaîne de l'énergie positive, j'étais obligée de te recevoir. Ça va Catherine? Ça va très bien, mais pas que Paris. Pourquoi que Paris? Pas que Paris, non, parce qu'ici, là on est à Paris, donc on est dans les locaux de l'optimisme et donc voilà, on illumine au moins ce local, mais après tout, là partout où tu passes, Bordeaux, tu fais toute la France, donc tu mets de l'optimisme partout où tu vas. Exactement, et puis avec le digital, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est ça, même tu es worldwide quoi. Ouais. Donc, pour que ceux qui te connaissent pas encore puissent en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous dire comment t'en es venue à créer l'optimisme? Alors j'ai beaucoup vécu à l'étranger en fait, j'ai beaucoup vécu à New York, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Portugal et je me rendais compte qu'en France, quand on était optimiste, on paraissait naïf. Tu sais, on te dit, c'est cool, on est gentil, il est gentil, mais que ça paraissait quelque chose d'être négatif, en fait. Oui, un peu niais. Exactement, un peu, il est couillon, en l'occurrence. Et je trouvais qu'on confondait trop souvent l'optimisme avec sa caricature, alors que l'optimisme, c'était la force motrice qui faisait que, on allait avancer dans la vie, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, si t'es pas optimiste, tu fais rien. Et, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je travaillais pas du tout dans ce secteur, évidemment, c'était pas du tout mon domaine que le média ou quoi que ce soit, mais je me suis lancée en me disant il faut parler des initiatives positives. Et c'est comme ça que j'ai lancé l'optimisme. Et tu n'étais pas du tout dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est pas comme si ça avait toujours été dans ta vie. Est-ce que avant tu étais une optimiste née et du coup tu t'es dit il faut absolument que je fasse ça ou pas du tout? Alors tu étais dans quel secteur? Alors je travaillais dans le développement durable. Donc c'est-à-dire que j'étais dans un secteur que j'adorais et très souvent on se dit souvent que c'était parce qu'on était malheureux qu'on change de vie, etc. Et alors qu'en l'occurrence non, pas du tout. J'avais un bon poste, mes collègues c'était mes potes, enfin ça reste mes potes d'ailleurs. Le développement durable c'est un vrai sujet. C'est un vrai enjeu sociétal. Mon boss me faisait confiance, du coup j'avais ce qu'on appelle le meilleur en soi. Ouais. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi. Exactement. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit maintenant qu'est-ce que je peux faire et que je me suis dit qu'il fallait que je parte pour voguer vers de nouvelles aventures, alors que c'était pas du tout mon domaine au démarrage. Il y a eu un élément déclencheur, un déclic, quelque chose qui t'a dit je me lance? Alors je le dis dans le livre et ça paraît en soi ça paraît débile, mais un jour j'ai lu une phrase: si tu n'aimes pas là où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. J'adore cette citation. Je l'ai lu sur un feed, je ne sais pas, sur un feed Facebook, Instagram, je sais pas à l'époque. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit effectivement, je suis en train de me plaindre, je suis en train de me dire que je voudrais faire ça, je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'il y ait ça, mais je le fais pas. Et en l'occurrence, j'étais pas un arbre, alors j'ai posé ma démission. J'ai demandé à mon boss de partir. Et ça y est, et tu t'es dit, je vais lancer ce tout nouveau média pour changer la perception du monde sur l'optimisme? Ah ouais, alors sincèrement, quand je me suis lancée, je savais pas si j'irais au bout, en fait. C'est-à-dire que au démarrage, on commence en se disant, j'ai cette idée, elle me paraît bonne. Moi, j'aurais voulu lire de l'actualité positive. Personne m'en proposait. J'étais persuadée qu'une grande chaîne télé allait lancer un canal 100% positif en se disant mais les gens ils en ont besoin. Ils ont besoin de voir que des gens agissent, ils ont besoin de voir que des gens se bougent pour mettre en place des initiatives. Et comme personne ne le faisait, à un moment donné, j'y suis allée. Mais je crois que quand on démarre un projet, on n'est même pas très sûr qu'on va y arriver. On ne sait pas du tout où on va. Exactement. Et moi, je vous parle très très souvent de la méthode petit pas par petit pas. Et encore un exemple, parce que quand on te voit, on se dit wow, mais tout ça, mais comment elle a fait? Enfin, ça a quand même été assez rapide puisque l'optimisme, ça a été créé en 2016. 2016, fin 2016 même. En fait, de l'extérieur, il y a quelque chose qui est hyper curieux. Tout le monde se dit que les autres réussissent. Là, comme tu le dis, on a l'impression qu'on est gigantesque parce que effectivement, je fais des conférences dans le monde entier ou parce que on a des bureaux, parce qu'on a plusieurs bureaux. En plus, on a Paris, on a Bordeaux, parce qu'on intervient dans plein de grandes entreprises et autres. Et on a l'impression que ce qu'on fait est gigantesque, alors que pour nous, à l'interne, on est des maçons. Mais c'est ça, tu vois, on construit petit à petit. Exactement, tu vois, toi tu parles du petit pas par petit pas, moi je parle de brique par brique.
Du coup, à chaque fois, on rajoute une brique à un projet qui fait qu'on est en train de créer une structure. Pour moi, là, on est dans le basement, tu sais, dans les fondations du projet, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a plein de pierres encore à mettre dont on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur. Tout à fait. Et je vous en avais parlé dans une vidéo récemment, je crois que c'était dans mon interview d'Antoine BM, où on parlait souvent de ne pas comparer la vitrine des gens à son garage. Exactement. Tu sais, c'est aussi que quand on vous voit, on voit ce que vous présentez, ce qui est normal. Vous êtes une société, vous prenez plein de choses, on voit que tu as des employés, on voit toutes tes conférences, mais on voit pas tout le travail acharné que tu as fait pour en être là, on voit pas les heures que tu passes à préparer, à rencontrer. Moi, j'ai déjà eu le plaisir en plus de rencontrer Catherine, donc c'est aussi du temps qu'elle prend pour découvrir des nouveaux talents, pour s'intéresser à des gens, pour monter des événements. Donc vous voyez l'événement, mais vous voyez pas tout le process, toute la création. Donc c'est ça aussi, pensez à vous dire que évidemment, il y a tout ce que vous voyez et il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui est hyper important. Et il y a tout le reste, et surtout, on a l'impression toujours que les gens sont plus grands, plus forts que la réalité, en fait. On les met sur un piédestal. On les met sur un piédestal, alors que vous allez papoter avec les plus grands chanteurs et vous disent « moi, j'attends que le succès ne soit plus là ». C'est vrai. Parce que je comprends pas trop pourquoi j'en suis arrivée là. Et c'est vrai que très vite, en plus, quand on monte un projet, on oublie tout ce qu'on a fait derrière, parce que on était un peu passionné par ce qu'on faisait, puis on s'est pas rendu compte qu'on a mis en place des systèmes gigantesques, les trucs administratifs, comptables et autres. Et d'ailleurs, quand tu as commencé, tu n'as pas vu tout ça, tu n'as pas vu tous les événements, toutes les conférences, tu as commencé, tu as mis une brique après l'autre. Exactement, et j'osais même pas demander à quelqu'un de me suivre dans cette idée un peu délirante. Tu vois, oui, tellement pour toi, c'était pas... tellement, ça me paraissait une évidence. Sincèrement, je me disais, moi j'en aurais eu besoin, j'imagine que je suis pas la seule. Et quand je papotais autour de moi, les gens me disaient, non mais attends, Catherine, moi aussi je regarde plus l'actualité, j'en ai ras-le-bol de l'actualité. Voilà. On a déjà parlé. J'en ai ras-le-bol de l'actualité anxiogène qu'on nous propose en permanence. Du coup, ça fait longtemps que je la regarde plus. Et je me disais, je suis pas la seule. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Après, que ça soit allé aussi loin, aussi vite, comme tu l'indiquais tout à l'heure, j'aurais jamais pensé, parce que je me disais profondément que j'étais pas une entrepreneuse. C'est ça. Tu vois, moi faire un bilan financier, me dire que j'allais faire des stratégies, des perspectives à 3, 5, 10 ans, quand limite j'ai du mal à anticiper le resto le lendemain. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, la réalité de l'entrepreneuriat, il y a ceux qui montent une boîte pour monter une boîte parce qu'ils se disent, il faut avoir une vision, etc. Et tu as ceux qui disent, merde, moi j'ai la vision, je me dis que ça va venir au fil de l'eau. Et du coup, tout d'un coup, tu te demandes si tu es faite pour être entrepreneuse. Quoi. Mais en même temps, tu avais ça, tu avais la vraie passion. Et c'est là où on s'était retrouvés. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi bien connecté dès qu'on s'est rencontrés. Je vous avais dit récemment que dans mon école de commerce, il y avait une majeure entrepreneuriat. Et je m'étais dit, mais c'est absolument pas pour moi. Vraiment tout sauf ça. J'ai pas le caractère, j'aurais jamais la force. Voilà. Et à un moment, tu as une passion, tu as un projet qui dépasse. Tu te poses pas la question en fait de te lancer en entrepreneur. Tu penses au projet. Et l'entrepreneuriat vient après. C'est ça, mais en France, on fantasme beaucoup l'entrepreneuriat. Et souvent, moi, je dis que je suis entrepreneuse malgré moi. C'est-à-dire que j'ai eu un projet qui a plutôt bien fonctionné. Assez rapidement, je me suis rendu compte, tout bêtement, faire tourner un site web, ça coûte vachement d'argent au bout d'un moment. Tout d'un coup, il faut faire du community management quand tu es suivi par un demi-million de personnes et que ce n'est pas que via un seul canal, parce qu'on communique sur du LinkedIn, sur du Facebook, sur du Instagram. Et nos communications sont très différentes. Sur du Facebook, sur du Instagram. Vous êtes très actif. Moi, je veux dire, quand on en parlait de la diète médiatique, moi j'ai coupé, vous savez, je vous en ai parlé, plus de journaux télévisés, plus de ce genre de trucs. Et je vous dis toujours que la base, c'est de suivre des gens qui vous inspirent, qui vous donnent du bonheur. Et le compte de l'optimisme, c'est vraiment le compte numéro 1 que vous devez suivre. Il y a plein de citations, il y a plein de bonne humeur, c'est hyper bien. Et le compte de Catherine aussi, Et si on souriait, qui est super, parce que elle y partage aussi ce qu'elle fait, pourquoi. Et c'est là où tu vois aussi les dessous de l'entrepreneur, mais de l'entrepreneur optimiste. Et exactement, et tu sais, souvent quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu te dis que tu veux lever des fonds. Du coup, tu dois paraître être un roc. C'est-à-dire, on sait exactement vers où on va, vers quoi, quel est notre objectif financier, on veut doubler le chiffre d'affaires à 3, 5, 10 ans, peu importe. Puis moi, je monte. Alors là, on vient d'avoir des bureaux, on ne sait pas trop comment les emménager. Alors là, c'est les cartons. Et tu vois la lenteur du système. Ça fait du bien parce que j'en parlais récemment avec une amie qui s'occupe vraiment de ce média de start-up, etc. Et en fait, malheureusement, les start-up, pour leur viabilité, sont souvent obligés de montrer un petit peu que le côté le plus beau. C'est ça un peu le problème, c'est que pour être soutenu, pour avoir des fonds, pour avancer,
l'environnement start-up entreprise, il faut un peu montrer que tes qualités. Et c'est là où c'est rare parce que donc moi du côté solopreneur, les indépendants, moi je vous parle beaucoup de mes faiblesses, de mes downs, de ce qui va pas. Et c'est ça qui est génial avec vous, c'est que tu es quand même dans le milieu start-up, entreprise, tu travailles avec les plus grandes entreprises du CAC 40 et quand même tu vas dire là il y a eu tel couac, telle difficulté, ça va pas et ça fait du bien parce que c'est nature quoi. Et il n'y a pas de honte à être petit. Tu vois, moi je suis convaincue que demain c'est une force que de ne pas être trop grand parce que tu as la capacité, tu as une agilité, tu connais mieux les gens, etc. Moi, j'ai pas la velléité de grandir de façon exponentielle, j'ai juste la velléité de continuer à m'amuser, tu vois, et à faire quelque chose qui a du sens. Du coup, c'est aussi montrer toutes les fractures qu'on a, tous les couacs qu'on a. Aujourd'hui, on n'en a pas eu encore des très gros, mais un jour, on va peut-être recevoir des claques qui vont nous bousculer. Mais ces claques, elles sont importantes parce que les montrer, être très transparent, c'est dire, attendez, nous on est petits, il nous arrive ça, ça va probablement aussi t'arriver parce que globalement, dans la vie d'un entrepreneur, tu as tout un tas de claques dans tes événements pro, dans tes événements perso. Il se passe plein de choses que personne ne montre. Et tu vas me dire si je me trompe, je trouve ça d'autant plus important pour vous que pour d'autres sociétés parce que finalement il y a un peu ce débat en France de la pensée positive versus l'optimisme. En mode on pense que quand tu veux être optimiste, tu dois penser que positif tout le temps. Et ça c'est faux. Et donc je pense qu'encore plus pour vous qui prenez plein de bonnes résolutions du positif, oui mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, qu'il n'y a pas des moments plus down, etc. Exactement. Et tu vois, on confond l'optimisme avec sa caricature très souvent. J'ai travaillé dans le développement durable, je ne te l'ai pas évoqué, mais j'ai aussi travaillé dans le digital et j'en étais arrivée à une sorte de truc abject de la société parce que quand tu travailles dans le développement durable, j'étais pas spécialement écolo, je me disais juste c'est du pur pragmatisme de prendre une entreprise dans sa globalité et d'y penser sans se dire qu'on va se mettre la rate au courbouillon dès qu'on fait un pas. Et quand tu as bossé dans le digital après, tu disais mais il y a un truc qui est bizarre dans cette société et des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on te disait consommez, vous êtes heureux quand vous consommez. La France va bien quand elle consomme. Les Français sont optimistes, ils consomment. Mais attendez, je veux dire, quand tu vas consommer de façon frénétique, c'est généralement que ça va pas très bien. Les gens vont bien quand il y a du lien. Ça a été prouvé, surprouvé. J'imagine que tu en as déjà parlé. Et en parallèle, on te disait, mais attention le GIEC, attention les rapports développement durable, attention la planète. Et pour moi, on tenait les gens dans une sorte de schizophrénie. Consommer, mais attention, ne polluez pas. Oui, mais ça va pas ensemble. On en parle beaucoup avec le minimalisme en ce moment, avec le fait de revenir à l'essentiel. Exactement. Et en même temps, tu peux pas pousser les gens à consommer. Et c'est pas le but. Mais tu sais, quand tu fais du digital, tu le sais, tu court-circuites le temps de cerveau disponible des gens pour qu'ils aillent consommer. Tu vois, parce que sinon, si t'es un peu... si tu prends le temps, tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et moi, je suis une consommatrice, tu vois, je le sais. Du coup, je suis aussi un peu l'opposition de ce que je raconte, mais on est tous un peu comme ça, je crois, en ce moment. Et quand je voulais parler d'optimisme, je me disais, mais je connais pourtant tous les problèmes. Ouais, parce qu'en plus, tu as eu aussi le versant de ceux qui proposent. Exactement, et l'optimisme dans la société, pour moi, c'était un besoin essentiel, tout simplement parce que si on veut réussir à créer la société de demain, en l'occurrence, il va falloir qu'on bouleverse tout un tas d'habitudes. Et je suis pas du tout minimaliste en plus. Tu vois, je me dis juste qu'il faut repenser. Oui, ça veut pas dire ne plus rien consommer. Toi, tu aimes juste consommer mieux, peut-être. Et exactement, penser recyclage et autres, mais du pur bon sens en fait. Ouais. En fait, et qui s'oppose finalement souvent à des stratégies marketing. Et je comprends qu'il faille du marketing pour créer des emplois. Donc il y a qu'il faille qu'on consomme pour que des boîtes tournent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être optimiste en te disant construisons la société de demain, essayons de la faire un peu meilleure et ça sera déjà bien. C'est clair. Tu vois, et c'est pas naïf. Et donc là, je te parle de l'optimisme dans la société. C'est la même chose dans la vie perso. Je veux dire, dans la vie perso et dans la vie pro. Je veux dire, je suis quelqu'un tout court, tu vois. Et tous les jours, je vais pas vous dire, putain, levez-vous, ayez le sourire. Et ces injonctions au bonheur ou à l'optimisme qui pour moi n'ont pas de sens. Ça. Et c'est ce qui est super bien quand tu suis aussi le compte que de Catherine. J'aime bien parce que tu relates tous tes petits trucs. Et mon moment préféré, c'est quand elle est enfermée dans un hôtel où il n'y a plus personne. Elle arrive en conférence et elle te dit, voilà, je suis là, il n'y a personne pour m'ouvrir ma chambre. Et c'est des trucs tout bêtes. Ou même des fois, ou des journées où tu en as marre et tu dis, voilà, aujourd'hui, journée, je suis fatiguée, j'en ai marre. Voilà, donc distinguer vraiment le fait de
voir les choses différemment, trouver le positif quand c'est possible, mais ça ne veut pas dire avoir un pet au casque et ne plus jamais voir ce qui ne va pas et se mentir à soi-même. Au contraire, mais c'est juste que quand on peut changer les choses, on le fait. Et surtout, pas nier la réalité. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je dis très souvent, c'est pour ça que typiquement, j'ai monté une boîte en toute transparence aussi, pour montrer que les choses ne changent pas forcément par la théorie, mais montrer que dans la vie réelle, tout ne va pas toujours parfaitement bien. Par contre, on peut vachement grandir en un temps assez rapide, comme tu le disais. Je veux dire, notre projet, effectivement, on a la chance que ça fonctionne. Fait que 3 ans, voilà, que ça fait que 3 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est 8 sur une idée. Tu vois, sur une idée, en se disant, bon, on voudrait parler d'optimisme. Comment on peut faire aujourd'hui dans la société? Comment on peut casser les codes, casser les systèmes? Et le faire en se disant, on est vulnérable. Et tu vois, dire aux gens qu'on est vulnérable en se disant, aujourd'hui, on est petit. Tu vois, oser dire petit, oser être vulnérable, on fait des erreurs. Il faut aussi dire ce qui est, parce qu'on apprend tous les jours et quand tu montes un projet... forcément, tu découvres aussi plein de choses. Ouais, c'est la même chose que se mettre en couple, c'est la même chose que monter une asso, c'est la même... Voilà, ça va dans tous les volets, c'est la même chose. On découvre des trucs au quotidien et personne n'a réussi à tout anticiper. Non, c'est ça. Et puis d'ailleurs, personne ne détient la vérité. Donc chacun fait de son mieux avec les cartes que tu as en main, ton expérience, tes envies, tes besoins, et on avance. Ouais, et se foutre la paix, c'est un très très bon truc. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans ton livre, puisque Catherine est aussi l'auteur de ce super livre, d'accord, qui est Oser l'optimisme, qui donc va te donner... Donc en fait, ça c'est la nouvelle version, d'accord, parce qu'il était déjà sorti et il vient de sortir récemment. Donc prenez celle-là, qui est la version de poche et qui est vraiment super. Vous pouvez en fait amener l'optimisme avec vous partout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es venue à être sur un média, à faire des conférences et finalement sortir un livre? Alors, tu sais, souvent on parle de pensée positive, on dit il faut visualiser ses rêves, etc., etc. On te dit posez vos rêves, machin, etc. Et j'avais jamais posé celui, par exemple, d'écrire un livre. D'accord. C'était pas un truc que tu avais pensé depuis toujours. Alors, en fait, je l'avais jamais posé tel quel. Par contre, j'avais commencé à écrire des trucs. C'est-à-dire, j'avais écrit 80 pages au démarrage en me disant ça va en faire un e-book peut-être un jour, mais j'avais vraiment écrit le truc. Et je me suis rappelé que quand j'étais gamine, typiquement, j'adorais Sex and the City. D'accord. Il y avait, alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, ça parle au plus vieux. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui regardent aujourd'hui. Ça parle au plus vieux. Mais du coup, tu vois, et je me disais, Carrie Bradshaw, elle écrit des articles un peu de société, et je me disais, c'était cool, sauf qu'à l'époque je faisais de la physique-chimie parce que je suis diplômée en ça en plus, tu vois, aucun rapport. Tu as quand même eu un parcours très, très varié. Rien à voir, j'ai étudié la physique quantique, enfin des trucs sans aucun rapport, hein, les uns avec les autres, et donc à l'époque, je veux dire, c'était inconcevable qu'un jour je fasse ça, je regardais juste une série. C'est à cette époque que tu avais écrit les 80 pages? Pas du tout, les 80 pages je les ai écrits au démarrage de la création de l'optimisme, tout simplement pour me drafter un peu quelles étaient les composantes de l'optimisme suite à des lectures, suite à des rencontres, etc. etc. Mais je n'avais jamais capitalisé là-dessus. Ceci étant dit, tu vois, il y avait quand même 2 éléments. Gamine, me dire que je voulais faire ça, mais en me disant, et j'étais pas du tout là-dedans, j'avais 17 ans, 19, je sais pas, 20, 25, je sais plus, mais je me disais, ça m'arrivera jamais, en l'occurrence, que de chroniquer un peu la société. Aujourd'hui, on m'appelle pour faire ça, tu vois. Et en parallèle... Tu es aussi sur Europe 1. Ouais, je suis aussi sur Europe 1, je suis sur LinkedIn aussi beaucoup. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a aussi ces plans, tu vois, ces petites graines qu'on a plantées dans notre subconscient, mais qu'on n'a même pas réussi à visualiser tant ça paraît improbable. Ouais. Tu vois, c'était juste tout à fait improbable, mais je pense que ma vraie envie, elle était là, elle avait été détectée quand je faisais de la physique-chimie, en regardant Sex and the City. Et comment cette opportunité de transformer ça en livre est arrivée? C'est la maison d'édition qui m'a appelée un jour. Trop bien. À l'époque, j'étais à Lisbonne et je me rappelle que là, j'avais mes potes à Lisbonne et je leur dis, c'est curieux, il y a une maison d'édition qui est quand même une grosse maison d'édition, qui est Michel Lafon, qui m'appelle en me disant, est-ce que tu voudrais pas écrire un livre sur l'optimisme? Puis là, je raccroche en disant à mes potes, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, comment c'est possible, tu vois. Au début, tu n'as pas trop cru? Mais non, parce que je connaissais pas le milieu d'édition, parce que comment c'était possible. On fait un premier rendez-vous, je m'entends très bien avec l'éditrice qui me dit, ça nous intéresserait bien que tu écrives un livre. Je dis, j'ai écrit 80 pages.
Donc je vais déterrer, qui avait été écrite il y a 2 ans et demi, que je vais déterrer à ce moment-là. Je lui propose, elle me dit ah bah ouais, c'est vachement bien, faudrait le refaire. Et puis pareil, je laisse un peu en stand-by jusqu'à ce qu'on ait une réunion où là, tout à coup, il y a une éditrice littéraire, enfin je sais plus comment ça s'appelle, il y a l'éditeur qui est là et autour de la table, je me rends compte qu'il y a 5 personnes qui ont confiance en moi pour écrire un livre. Et là, je me dis, voilà, c'est extraordinaire. Moi, la scientifique, on m'avait dit de faire S, et je pensais que j'étais même pas littéraire. Et en l'occurrence, je pense qu'un de mes profonds talents, c'est la capacité à écrire. Et c'est eux qui ont réussi à le détecter. C'est une équipe d'une maison d'édition qui a réussi à le détecter. Et voilà, et du coup, le livre a bien marché grâce à des gens qui m'ont fait confiance. Et donc en fait au final tu t'es mis à rédiger ce livre, ça a été un peu l'univers qui est venu à toi, rechercher tes talents profonds. Complètement. Et t'as mis combien de temps à écrire ce livre? Comment ça s'est passé? Alors comme j'avais ces 80 pages qui avaient déjà été préécrites, c'était juste le retravailler 3 ans après. Et du coup je l'ai écrit au fil des mois. Tout simplement, je l'ai écrit assez rapidement quand même, parce que j'avais un délai. C'est l'avantage aussi d'avoir... C'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui croit suffisamment en vous, vous n'avez plus envie de le décevoir. Et ça c'est vraiment hyper important. C'est en fait finalement une relation que j'ai un peu avec mes coachés qui est très porteur. C'est-à-dire que des fois, vous avez tout en vous. Finalement, Catherine, c'est la seule qui a été responsable du succès de son livre. Mais elle a eu cet accompagnement, quelqu'un qui a cru en elle, qui lui a donné les bons outils. Je pense aussi que tu as été conseillée sur comment bien écrire un bouquin. Mais le talent, c'est elle, de la même façon que quand on vous coach, le talent, c'est vous qui réussissez. Mais le fait d'avoir quelqu'un, c'est ce que tu aurais peut-être mis 5 ans à faire un livre toute seule si tu n'avais pas eu quelqu'un pour t'accompagner ou peut-être jamais d'ailleurs. En fait, je l'aurais jamais fini, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, et on se sent toujours améliorable. Ouais. Et surtout un livre, c'est c'est sans fin. Et j'avais entendu des artistes dire que heureusement qu'une chanson pouvait sans arrêt se travailler, qu'elle n'était pas évidente. Le livre, tu le relis, enfin même moi je le relis, je me dis j'aurais changé ça, j'aurais changé. D'ailleurs, t'as changé des choses entre la première édition et la nouvelle édition que vous pouvez retrouver en ce moment. J'ai changé des choses parce que tout bêtement, la première édition, elle est sortie il y a un an et demi. Et en 1 an et demi, tu t'évolues aussi. Donc, tu changes pas grand-chose parce que l'essence reste la même. Ouais. Tu fais que tu apportes juste quelques modifications. Tu sais, quand tu te lances dans un projet, et ça, tu en parles, j'imagine aussi souvent, le syndrome de l'imposteur. Voilà. J'en ai parlé dans un podcast il y a 2 jours. Voilà. Tu te dis, attends, pourquoi moi, scientifique, on me fait confiance pour faire ça? Pourquoi on me fait confiance pour faire des conférences devant 1000 personnes? Tu te poses tout un tas de questions, en fait, au fil de l'eau. Et puis, à un moment donné, comme tu te rends compte que les gens sont contents de ce que tu as fait, ça veut dire que tu es probablement légitime là-dedans. Et plus les gens te font confiance, plus tu grandis, etc., etc. Ouais. Du coup, on parle souvent, tu vois, de s'affranchir du regard des autres. C'est compliqué. Mais prendre le regard de ceux qui te font suffisamment confiance pour te croire compétente pour réussir à faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Donc voilà, n'oubliez pas que quand vous êtes comme ça, sur ce genre de projet ou pour vous sentir mieux dans votre corps ou peu importe, souvent l'aide de quelqu'un, c'est simplement en fait révéler quelque chose que vous avez déjà en vous, mais c'est le faire de façon plus simple, souvent gagner du temps et pouvoir poser un cadre, quoi. C'est en fait se dire, il y a un début, il y a une fin, quelqu'un qui te rassure sur ça et du coup avancer plus vite et avancer mieux. Complètement. Se mettre des échéances en fait. Ouais, tout à fait. Parce que c'est très difficile, enfin moi je m'en suis rendu compte, de travailler dans l'absolu. Alors peut-être que c'est parce qu'on a grandi à l'école en te disant le truc de la note du contrôle. Alors je sais pas si si on grandit avec ça, mais typiquement aujourd'hui par exemple nous, le fait d'avoir une équipe, moi j'ai des cofondateurs en plus sur le projet, etc. De temps en temps on s'auto-fout la pression pour arriver à tenir des deadlines que sinon tu les laisses courir parce que tu as 1000 choses à faire. Et on a parlé de livres là avec le tien et du coup je me demandais est-ce que tu aurais 3 livres qui t'auraient marqué, 3 livres de développement personnel qui ont vraiment marqué ton parcours au-delà du tien, que vous avez déjà retrouvé dans Alors le mien m'a pas marqué moi-même, faut quand même être clair. Non, alors moi le premier que j'ai lu c'est Paulo Coelho, l'alchimiste. Après donc ce bouquin, je me suis dit tiens, je suis pas la seule à penser comme ça. Globalement, c'est un titre qui revient très voilà, et qui correspond à une temporalité. Moi, c'est vraiment le seul qui m'est profondément marqué, profondément touché, je crois. Mais parce que le truc qui te fait prendre conscience d'un truc.
Tu vois, c'est l'élément révélateur. J'en aurais pas d'autres, j'en ai lu, enfin j'en ai bouffé dans tous les sens des livres. Et du coup sur le développement personnel, j'ai tout lu, tu vois. Du coup, t'aurais qu'un titre à J'en aurais qu'un, un autre que je trouve assez intéressant, c'est les accords Toltec. Ouais. Voilà, je pense que c'est les deux que je donnerais. Alors évidemment, après tu as tout un tas de livres. Je sais que Laurent Gounel, typiquement, L'homme qui voulait être heureux, a marqué la vie de pas mal de personnes aussi. Mais en fait, je pense qu'on retient souvent le premier bouquin qui te fait vibrer en te disant, c'est pas que je m'identifie, mais c'est ça résonne. Ce qu'a écrit cet écrivain résonne, mais ça a résonné parce que tu l'as lu à un instant T, que ça aurait pas forcément résonné 3 mois plus tard ou 3 mois avant. Donc c'est toujours une sorte de temporalité. Ouais, c'était le moment. Ça t'a autant marqué. Ça a été L'Alchimiste, et tu vois, je l'ai relu 2-3 fois. La 3e fois, tu te dis, ça me fait plus autant vibrer. Alors, j'adore autant Paulo Coelho, hein, j'achète tous ses livres et je les lis, mais ça a été vraiment l'élément source où je me suis pris une claque. D'accord, c'est peut-être un point de départ pour toi Clairement. dans cette évolution. Clairement, alors j'aurais 2 autres livres, mais qui sont pas forcément relatés à ça, qui n'ont pas forcément de rapport, que je trouve assez intéressant. J'ai lu, alors c'est 2 livres que j'ai lus récemment, donc c'est peut-être un peu aussi pour ça qu'en ce moment ils m'ont parlé. Du coup, voilà. Que ce partage. Voilà, je vous les cite parce que je les trouve intéressants. C'est le livre de François Tadei, le dernier livre, et j'ai plus le titre, mais qui parle de l'éducation. D'accord. Qui explique en fait qu'aujourd'hui, typiquement, la capacité à grimper dans les entreprises, c'est la capacité à se conformer à un moule. Ouais, et du coup, plus tu grimpes les échelons dans une entreprise, plus c'est parce que tu arrives à te conformer à un moule. Ouais. Je trouve ça hyper curieux, tu vois, comme réflexion, et je trouve ça assez intéressant. Il explique que le pic de curiosité a lieu à l'âge de 4 ans. À quel moment arrête-t-on d'être curieux? Donc tu vois, ce livre, je le trouve hyper intéressant parce qu'il nous questionne nous-mêmes face à qui nous sommes et à qui nous sommes en tant qu'individus et dans le monde de l'entreprise. Il t'explique aussi que le degré d'empathie diminue en fonction de ton degré hiérarchique. D'accord. Donc du coup, c'est un livre qui questionne. Excuse-moi. T'inquiète. Faut pas que je m'étouffe. Et le 2e livre que j'ai lu en ce moment, que je trouve assez intelligent, c'est un livre d'Olivier Bas qui s'appelle Like ton job. Il parle pas du fait d'aimer son boulot ou quoi que ce soit, il parle de l'impact de la transformation numérique. D'accord. Aujourd'hui, au sens digital. Exactement, et d'où le concept de se dire on est dans une société qui avance de façon de plus en plus rapide. Comment est-ce qu'on arrive à nous transformer? Et collectivement, quel est l'impact des outils digitaux là-dessus? Et moi, c'est vraiment 2 livres. C'est pas des bouquins de développement personnel. Non, mais c'est que j'ai dit développement personnel, mais c'est ceux qui t'ont questionné. En ce moment, et qui indirectement le sont, parce que tu vois, tu te dis que finalement, il faut recréer du lien, il faut recréer de l'empathie, peut-être demain, il faut que tous individuellement, on prenne confiance en nous, parce que la société est en train de changer et qu'il faut qu'on ose peut-être tous exprimer notre singularité, mais juste d'un point de vue très pratico-pratique sociétal. Tu vois? Et ça, c'est hyper intéressant. Exactement. Ce que tu dis, parce qu'en fait, souvent, on parle de oser être soi-même pour soi, mais finalement, ça a tellement beaucoup plus d'impact que c'est dans notre boulot, dans nos relations, dans le développement, peut-être même le développement durable aussi. Exactement, et surtout, tu sais, on se rend pas compte que finalement, cette thématique même du développement personnel, elle peut être moquée. De temps en temps, tu te dis, c'est un peu la personne un peu dépressive qui va là-dedans, mais non, pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une des composantes fondamentales pour appréhender le monde de demain. Ouais. Si les gens n'ont pas confiance en eux, comment ils vont oser donner une idée pour inventer un système? Comment est-ce qu'ils vont oser s'exprimer en disant, je pense que ma boîte, il faut qu'elle change aujourd'hui, j'ose l'exprimer, alors que tu as des milliers de personnes dans des grands groupes qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui auraient envie d'hacker un système en interne et qui n'osent pas le faire. Exactement. Par convention sociale, politique, et parce qu'ancien moule. Tu vois, et comprendre le poids de l'éducation, le poids du digital et c'est aussi se dire que le développement personnel, on en a besoin, la connaissance de soi est peut-être un enjeu pour la société de demain. Oui, tout à fait, en entreprise. Alors du coup, c'est un sujet dont on parle aussi ensemble, de tout ce rapport confiance en soi, développement personnel, bien-être. Aussi, comment tu passes de juste le cadre perso ou connecté à
l'entreprise notamment, Exactement. qui est un peu ton sujet de prédilection en ce moment. Exactement, et le monde de l'entreprise aujourd'hui est très fustigé. Tu sais, on te dit toujours, et ce qui est le cas, l'entreprise aujourd'hui elle plie sous les process, les gens ne s'expriment plus. On a presque demandé aux gens de laisser leur cerveau à la maison. Le matin, tu ne sors pas de ton cadre, tu ne sors pas de ton moule. Mais ça marchait probablement dans une ère un peu post-tayloriste, tu sais, où finalement on était plus ou moins des robots, des mécaniques. Exactement, et tout d'un coup on est dans une société qui va plus vite, dans une société où le lien est beaucoup plus étroit. Tu vois, nous on s'est rencontrés sur des réseaux sociaux. Ça peut être le digital au service de l'humain, mais on va créer la société qu'on imagine. Du coup, si jamais et il va falloir que des gens osent imaginer des systèmes différents, parce que sinon le système global arrive peut-être aussi à sa fin, tu vois. Et le développement personnel, plus on se connaît, plus on a confiance en ses capacités, plus on ose s'exprimer. Au démarrage, on paraît être un peu les décalés du système, et tout d'un coup, c'est juste que le centre de gravité de la norme se déplace. Ouais, tout à fait. Et tu regardes, moi j'ai l'impression de ne rencontrer que des gens comme toi, que des gens qui sont en train de faire des trucs fabuleux, qui travaillent dans des entreprises, qui aient monté des projets, des assos, ou tout simplement qui se disent moi je reste dans ce système aujourd'hui, mais en parallèle, je suis sympa avec mon voisin et je suis épanouie. Tu vois, et ces sources d'épanouissement, elles passent parce qu'on se connaît peut-être aussi profondément. Ouais, donc finalement, quand vous changez vous changez bien plus que juste vous. C'est pas un truc égocentrique, c'est soit pour finalement rayonner autour de soi, aussi bien sur ton cercle d'amis que sur tes projets, que sur ton environnement professionnel. Et ça fait vraiment la différence. Et du coup, je me demandais si tu pouvais donner un conseil à tous ceux qui nous regardent. Quelle serait en fait la meilleure façon pour toi de mettre un petit peu plus d'optimisme dans sa vie ? Je crois beaucoup à l'entourage. Ouais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, et on en papotait avec l'équipe cette semaine, que tout d'un coup, quand tu commences à te sentir un peu hors moule, à te dire, mais en fait, moi, mes vrais sujets, c'est ça, et on m'a pas permis de les exprimer depuis que je suis enfant. Souvent, on m'a dit que ce qu'il fallait, c'était être juriste dans une grande boîte, gagner beaucoup d'argent, et puis tu te retrouves à 40 ans, ou à 30 ou à 50 ou à 60 en te disant j'avais coché tout ce qu'on m'avait dit qui était bien, mais en fait je me rends compte, j'en reviens à cette phrase, le meilleur en soi c'est pas forcément le meilleur pour soi, et j'en arrive à m'interroger en fait sur ce que j'ai fait. Et du coup le vrai conseil, ça serait d'essayer de s'affranchir un peu aussi de ce que les autres vous disent qu'il est bon et respectable et socialement correct. Et ça, Jérémy a dû t'en parler. Oui, on en avait parlé avec Jérémy, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la dépression. Ce moment où en fait tu as tout fait comme il fallait faire et finalement tu arrives dans une impasse. Et ce moment où tu sors du moule, tu sais que tu es sorti du moule parce que l'impasse, t'as tapé jusqu'au mur. Exactement. Et tu t'es dit, ok, je vais dans l'autre sens, je change de route, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, comme elle le dit Catherine, au bout d'un moment, quand tu changes de route, la très très bonne nouvelle, c'est que autant le temps que tu sors de ton impasse et que tu retrouves un autre chemin, tu te sens un peu seul, c'est ça. Mais après tu retrouves que des gens qui ont changé de route comme toi et empruntent la même route que toi. Et ça devient ta norme en fait. Ouais, tout à fait. À un moment donné, moi c'est la même chose dans mon entourage, je n'ai plus gardé, mais de façon sans vraiment essayer de le faire, en l'occurrence, des gens que je trouvais proactifs. Parce que je me rendais compte que tu sais, quand tu montes un projet, déjà tout le monde te dit mais qu'est-ce que tu fais, on comprend pas. Ouais, et puis les gens des fois ils croient pas parce qu'ils disent mais si personne n'a fait ça avant, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça va pas marcher. Et puis ils te renvoient leurs propres doutes, mais t'es pas une financière, mais t'es pas ceci, etc. Ce qui est la réalité, en plus ils te renvoient des réalités. Mais tout d'un coup tu te retrouves avec des gens qui te disent allez vas-y fonce. C'est pour ça tout à l'heure tu parlais de l'importance du coaching, où c'est l'importance d'avoir des gens qui ont confiance en toi. Du coup c'est ton coach qui va réussir à te motiver, à t'accompagner, mais c'est aussi c'est 3-4 potes. Généralement, ils se comptent sur les doigts d'une main qui dit mais attends, mais moi j'y crois, t'en es où, t'as fait quoi, etc., qui deviennent un peu tu changes de norme, c'est ça, ouais, tu changes de référentiel, tes supporters, exactement. Et du coup, tout d'un coup, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression de rencontrer que des gens extraordinaires. Les gens qui sont autour de moi sont des gens souriants et qui essaient de l'aller de l'avant, non pas par injonction, mais tout simplement parce par choix, et qu'à un moment donné, tu te rends compte que
tu passes de meilleurs moments avec des gens que tu connaissais pas il y a un mois qu'avec des gens que tu connais depuis 30 ans qui te rabâchent toujours la même chose et c'est très difficile à vivre au démarrage et à un moment donné il faut juste l'assumer pour un temps de vie, ça ne te fait pas changer tes meilleurs amis etc. qui restent toujours les mêmes, c'est très fluide sur ça. Par contre à un temps de vie tu as besoin aussi d'avoir des gens qui comprennent ce dont tu es en train de parler alors qu'elle voilà. Et je crois que vraiment pour garder l'optimisme, je pense que c'est absolument indispensable. Alors pour le moment, faites-le digitalement parlant si vous avez autour de vous pas encore grand monde ou allez contacter des gens sur les réseaux sociaux qui eux-mêmes, vous avez l'impression qu'ils sont un peu dans le même mood que vous. Voilà, on en fait partie, on est l'exemple. Ou allez regarder autour de vous quand vous commencez à oser exprimer qui vous êtes, qui vous renvoie votre vrai vous en fait aussi. Exactement. Et tu me dis si je me trompe, mais on en parle souvent de se dire qu'on est souvent les personnes, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Exactement. Et c'est pas forcément, du coup il y a mon père, ma mère, mes 2 frères et ma meilleure pote et du coup on n'est pas dans le même mood et ça va pas aller. C'est pas des gens que tu es obligé de sortir de ta vie, mais quand tu es dans un projet, dans une envie de transformation, rajoute-toi une bulle dédiée à ça. Que ce soit par les réseaux sociaux, en suivant des comptes inspirants comme celui d'Optimisme ou comme celui de Catherine, en prenant un coach qui va te correspondre et qui va être dans tes valeurs, en peut-être fréquentant des personnes qui ont atteint l'objectif que tu as envie d'avoir, en suivant des gens qui t'inspirent et dans lesquels tu te sens aligné et finalement te créer une nouvelle bulle sans forcément dégager les anciens ou peut-être en mettant stand-by certaines choses. Exactement. Attention aussi à sortir certaines relations toxiques, ça fait souvent partie un peu du lot. Mais dans le lot, ça ne veut pas forcément dire envoyer tout bouler, ça veut dire se recréer ce nouvel environnement-là pour avancer. Exactement. Et de toute façon, on se rend compte au fil de la vie, on rencontre des nouvelles personnes qui correspondent probablement à ce dont on a besoin à un instant T, mais juste assumer. Tu vois, l'assumer en se disant, là, moi, j'ai besoin je suis optimiste, j'ai envie d'y aller, on ne me comprend pas forcément dans mes cercles classiques, mais j'ai d'autres gens qui sont tout aussi fantastiques que tes cercles classiques qui vont te comprendre à ce moment-là. C'est ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette chaîne. Moi, quand je me suis lancée, je sortais d'un milieu de la défense où j'avais ce besoin d'optimisme et j'étais comme Catherine. C'est pour ça que ça a été mon coup de cœur et que j'ai vraiment voulu la présenter. C'est que j'étais dans cet environnement où on m'a dit mais tu vas faire du pom-pom, tu vas faire du bien-être, tu vas aider les gens à s'en dans le corps, mais n'importe quoi. Enfin, va gagner de l'argent, va faire ci, rentre dans le moule, tais-toi. Et je me sentais bizarre. Et finalement, quand tu sors de ça, que tu fais un pas en avant et que tu te recrées un nouvel environnement, tu découvres toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ces interviews, pour vous montrer que oui, ces gens-là existent. Et le digital, c'est le premier pas vers non, mais je suis pas la seule à penser comme ça. Donc après, allez rencontrer les gens, allez les suivre, posez leur des questions, envoyez-nous des messages. Et vous allez en fait sortir de ce sentiment de je suis un ovni. Non, t'es un ovni juste dans ce que t'étais avant, mais pas dans le monde entier. Il y a plein de gens qui te ressemblent et il faut simplement aller à leur rencontre. Exactement. Et c'est moi ce que j'appelle déplacer le centre de gravité de la norme, qui est en train de se déplacer de plus en plus. Tu regardes, à partir du moment où des gens, tu vois, ont osé dire, moi j'ai fait du développement durable, je connais des directeurs dans tous les grands groupes du CAC 40, tu vois. Oui, j'ai fait du digital, des vrais sujets. Au démarrage, moi, j'assumais même pas de parler d'optimisme. Je me disais, les gens, ils vont penser que j'ai pété un plomb. Mais à partir du moment où j'ai commencé à l'assumer, tout d'un coup, des gens se sont ouverts en disant, alors moi, j'ai un beau costard cravate, je travaille dans ma grande tour de la Défense, etc. Par contre, je crois que ce que tu fais, c'est vachement bien. C'est ça. Tu découvres aussi que tu changes ton centre, tu as changé ton centre de gravité, mais tu as amené des gens avec toi finalement en l'assumant. C'est ça qui est beau. Exactement, et c'est que souvent, on n'ose pas dire qui on est. Tu vois, dans plein de grands groupes, en fait, on oublie que les gens sont juste des gens. Tu vois, on enfile un costard. Même ton directeur, il a ses envies, ses passions, peut-être des choses qu'il n'exprime pas parce qu'il a ce statut à respecter dans la norme. Exactement. Et en fait, t'emmènes des gens en osant être toi-même, t'emmènes des gens à être eux-mêmes. Exactement. Donc c'est aussi ça que je dirais comme conseil, osez exprimer qui vous êtes. Et je pense qu'on va terminer avec ça parce que c'est tellement parfait. J'ai absolument rien à redire. Pour tous ceux qui me suivent, vous savez que c'est ce que je défends de A à Z. Donc Catherine, je peux que te remercier pour ce temps, ce partage. 1 million de merci. Je répète où vous pouvez les trouver. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'Optimisme. Vous allez avoir une petite pastille où vous pouvez vous abonner directement. Rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Aussi bien pour l'optimisme.com que pour tes réseaux sociaux, Catherine Testa. Et vous pouvez tout retrouver
retrouver dans la description de cette vidéo. Bien. Merci encore Catherine. Merci à toi. Tu vas m'accompagner pour le mot de la fin. Bien sûr. N'oubliez pas, je pense que vous l'avez compris avec une invitée aussi inspirante, be pumps, be positive et be yourself, absolument. Et maintenant, on est prêt pour le pump kiss. Attention, 3, 2, 1, pump kiss.